Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Golden TV, la première télé en réseau câblage et en digital dans le département de Vélingara. Aujourd'hui, votre émission Lumière reçoit M. Deytiba, vice-président du conseil départemental de Vélingara, trésorier du RCD et contrôleur des impôts et domaines. Bonjour M. Deytiba. Bonjour M. Baldé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Sans détour, avec objectivité, votre émission Lumière éclairera toutes les zones d'ombre et répondra à toutes les questions qui seront posées. Comme à l'accoutumée, veuillez vous présenter et saluer le public qui vous regarde actuellement. Merci M. Baldé. Je salue Golden TV et l'ensemble de son équipe qui a bien pu effectuer les déplacements à domicile pour échanger avec moi à travers ce plateau de télé en ligne, câblage, à travers les émissions pour appeler la lumière. Donc c'est réaffirmer ma disponibilité et mon ouverture par rapport à ma disponibilité de répondre à toutes les questions, n'est-ce pas, qui vous semblent être utiles. D'une part et d'autre part, saluer toutes les populations, n'est-ce pas, les téléspectateurs qui nous suivent, saluer l'ensemble des responsables, n'est-ce pas, qui aujourd'hui légitiment un peu notre mandatement en tête de secrétaire général de notre parti de RCD, M. Ibrahim Baye, et l'ensemble des femmes de notre parti, des jeunes, et tous ceux-là qui nous accompagnent pour l'accomplissement et l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés. D'accord. Merci beaucoup. C'est au groupe Golden TV de vous remercier pour votre vouloir répondre à notre invitation. Alors très rapidement, M. Deytiba, faudra revenir sur votre parcours politique. Pourquoi vous êtes lancé dans la politique de manière objective? Voilà, merci M. Baldé pour poser une question très importante parce que l'engagement, notre présence dans la scène politique, elle est motivée par un patriotisme d'abord de terroir. Nous sommes nés dans un environnement dans lequel nous avons grandi, nous avons observé les événements, nous avons vu le temps passer et nous avons constaté beaucoup de choses. Partant de là, nous avons dit que nous serons un jour directement ou indirectement responsables de ce qui se passe chez nous. Voilà pourquoi nous sommes dit en tant que citoyens de cette collectivité territoriale, nous avons un devoir communautaire à nous lancer et à participer à la gestion de cette cité. Je pense que c'est un esprit qui devrait traverser la réflexion de tous citoyens. Nous nous sommes engagés en politique. C'est un plus par rapport à celui qui a décidé tout simplement de rester citoyen. Parce que s'engager en politique a pour finalité de se préparer à l'exercice prochain du pouvoir. Donc notre engagement dans la vie politique, c'est la conquête du pouvoir. C'est à travers cela que nous nous identifions à travers une structure juridique, le cadre légal, qui est le principal théâtre d'opération de l'ensemble des activités que nous menons pour effectivement l'exercice de ce pouvoir que nous exerçons. D'abord, nous faisons partie de ceux qui l'exercent parce que l'État a été conseiller municipal à deux reprises. Nous avons mon deuxième mandat du conseil municipal, mais également je suis vice-président du conseil départemental. Donc c'est un engagement qui date de longtemps. Nous avons commencé par la société civile parce nous nous sommes dit que notre présence dans la communauté doit avoir un impact. Nous avons commencé par la société civile en participant à des activités de développement communautaire. Par la suite, nous avons décidé d'intégrer les instances de décision. Qui parle d'instances de décision dans les collectivités, parle de l'Assemblée délibérante, notamment le Conseil. Nous avons intégré le Conseil à travers des stratégies politiques, à travers l'adhésion dans les partis politiques. Partant de là, jusque-là, nous y sommes. Donc c'est un peu ça qui fonde notre engagement dans l'activité politique. C'est pour servir les populations et non se servir. D'accord, pour servir les populations et non se servir. Alors, très rapidement, qui vous a inspiré pour que vous puissiez entrer en politique, soit au niveau local, soit au niveau national? Qui vous a inspiré? Quelle personnalité politique qui vous a inspiré pour entrer en politique? Je ne suis pas inspiré personnellement, je ne suis pas inspiré par une personnalité politique. Je suis inspiré par la situation que traversait ma commune à l'époque, les années 2003, 2004, 2005. Il y avait une situation qui était là, qui était très écœurante. J'ai suivi une scène qui s'est passée à Bellegarde-Foulbé et c'est ce qui m'a révolté et ce qui m'a engagé en politique. J'ai vu une maman âgée de plus d'une 60aine d'années, je pense même qu'elle est décédée il y a 2 ans de cela. Une équipe venant de la mairie était venue pour la déloger, pour dire que tu dois céder cette maison. Alors que nous avons grandi dans les parages, nous savions que sa famille qui a toujours occupé et que cette parcelle-là a été vendue par des proches de ce maire-là. Ouais. Donc voilà une situation révoltante qui nous a poussé
a d'abord refusé cet abus de pouvoir. J'ai porté le combat en tête avec certains amis qui sont là. Nous sommes allés voir le maire, nous sommes allés voir le préfet, nous sommes allés voir le commandant de brigade. Et j'avoue que j'étais encore très jeune, j'avais 22 ans comme ça. Et nous avons fait le tour, ça n'a pas marché. Et nous avons dit que ce que nous allons faire, c'est de descendre dans les lieux, sur les lieux et de convoquer la presse. Nous avons tenu un point de presse sur place, nous avons alerté les jeunes du quartier et nous avons mis en garde la mairie pour leur dire de ne plus nous remettre les pieds pour demander à cette vieille dame, n'est-ce pas, qui n'avait qu'un seul enfant, qui était un de nos amis, qui n'était pas là, de libérer les lieux. C'est partant de ce constat que nous avons dit que donc des choses paraissent pas chez nous et nous ne sommes pas informés. Donc de là, nous nous sommes dit, nous devons nous ériger en bouclier pour protéger nos concitoyens. C'est partant de là que nous sommes engagés, nous sommes intéressés à la chose et nous avons continué à marquer notre présence dans toutes les instances de décision pour surveiller la position de l'autorité. L'autre aspect, c'est quoi? Vous avez vu au niveau du service de l'agriculture, il y a quelqu'un qui construisait un restaurant là-bas. Ça nous a sauté à l'œil. Il dit que comment quelqu'un peut construire un restaurant dans les services de l'État? Le troisième aspect, c'était des cantines, des soupes. Vous avez vu, nous sommes opposés à ça. Nous avons mené l'appareil et il a reculé. Et le maire et le préfet également, ils ont reculé par rapport au restaurant qui dit à construire au niveau des services de l'agriculture. Ils ont reculé également par rapport à tous ces dossiers. Partant de là, nous sommes dit désormais, nous n'accepterons plus de choses pareilles dans notre localité. Ça nous a valu beaucoup de cas. J'ai fait l'objet de plus de 5 cas d'abus et j'ai fait l'objet de l'emprisonnement même. Je peux dire l'emprisonnement, c'était dit à mon engagement. Mais cela ne nous a pas fait réfléchir. Nous sommes restés sur le principe. Et nous avons assuré en tout cas la défense des intérêts des populations de notre territoire. D'accord. Alors, quel fut votre premier parti politique à militer passé comme Marvel, ça c'est un mouvement, aussi QJTS, c'était un mouvement affilié au PDS. Est-ce que c'est votre premier parti politique dont vous avez milité, le PDS? Vous m'offrez l'occasion de faire un peu la genèse de mon parcours politique. D'abord, je me suis engagé en politique en 2006, après avoir rencontré Idrissa Seck à l'époque, et mis en place le mouvement de soutien à Idrissa Seck. Parce que c'était un combat contre l'injustice. Idrissa Seck faisait l'objet d'un complot d'État. Et c'est un peu comme ce qui se passe actuellement. Et nous sommes engagés pour assurer, n'est-ce pas, le respect de l'état de droit, pour le respect des garanties, en tout cas de ces droits. Parce qu'il y avait une sorte de tentative de liquidation de l'adversaire politique qui était là et à laquelle il fallait apporter un barrage. Nous sommes érigés en bouclier pour assurer cette sécurité à Idrissa Seck. Après avoir intégré les mouvements de soutien à Idrissa Seck, les M6, des années 2006 à 2009, à 2010, j'ai milité au Réunion, le M6 est devenu le Réunion, j'ai milité au Réunion, et jusqu'à la collaboration ou le retrouvailles entre le Réunion et le PDS qui a donné naissance au PDSL, le Parti démocratique sénégalais libéral. C'était la jonction pour la fusion de l'autre du PDS. Après, au cours de cette fusion, le parti avait décidé de réorganiser ses instances de base, notamment les instances affiliées, notamment les femmes, les sections communales, les fédérations départementales et les structures de jeunesse. C'est là que, après l'arrivée au PDS, je suis tombé sur les renouvellements, je me suis engagé en tout cas à diriger les instances de jeunesse. Là, j'ai eu la chance quand même de remporter les élections de l'UJTL, c'est-à-dire les élections départementales que j'ai dirigées jusqu'après les élections locales de 2014. Donc après les élections locales de 2014, nous avons remporté les élections, je suis élu premier vice-président du conseil départemental et de là j'ai eu à collaborer avec l'actuel secrétaire général de mon parti, Ibrahim Bari, qui est le président du conseil, je suis le premier vice-président. Nous avons, dans cet esprit de collaboration, nous avons découvert qu'il y a un effet de confiance et de sincérité dans la relation et qu'on pouvait faire mieux. C'est comme ça que nous avons mis en place avec tous les responsables qui sont là, qui ont participé à la réflexion et à la création de ces mouvements-là, la mise en place du mouvement de soutien, du mouvement
pour la citoyenneté et le développement. D'abord, c'était le premier mouvement. Ensuite, ce mouvement MCD qui est devenu le RCD, qui est aujourd'hui le Parti politique de la République. D'accord. Alors, en comparant Bétiba des années auparavant et Bétiba actuel, on peut dire que auparavant vous étiez plus agressif en vous lisant à travers ce que vous écrivez auparavant, parce qu'il y a un passage où vous avez attaqué forcément le maire actuel de la ville de Vélingara. Je cite, vous avez dit qu'il n'y a pas de commission à la mairie de Vélingara et c'est le maire qui fait tout. Alors ça c'était un entretien avec l'ERA.net si je ne me trompe pas. Là vous étiez tellement agressif et en ce moment on ne vous sent plus très agressif. Qu'est-ce qui a changé en tout temps? Ouais, c'est ça, c'est la jeunesse, c'est la fougue. C'est la fougue d'une part. Et d'autre part, nous avions à l'époque une mission. C'était celle de montrer aux jeunes que ces gens-là ne sont pas des dieux. C'est des élus. C'est nous qui leur avons délégué une parcelle de vote de notre pouvoir. Nous avons renoncé à certains droits qu'ils exercent. Voilà pourquoi je n'ai jamais été tendre avec le maire, ni avec d'autres autorités. Que ce soit des préfets qui étaient passés ici. À chaque fois que nous devions organiser des marches, j'avoue que c'était des médiations, on n'a pas en finir, mais nous sommes toujours restés sur les principes. Nous avons tous défendu nos positions de principe. Ouais. Donc, être agressif, je pense que si c'est ça, je suis toujours agressif. Parce qu'à chaque fois que l'occasion se présente de dire au maire de Vélingara ce qu'il a dit, on n'hésite pas. Que ce soit le maire. Pourquoi le maire? Parce que c'est lui qui gère les biens publics de la commune. Donc, c'est pas un choix visé, mais c'est sa fonction. Ce n'est pas sa personne en tant que telle. Pour sa personne, elle ne nous signifie absolument rien du tout. Elle ne signifie rien du tout. C'est une personne sans parcours, sans passé, sans palmarès. Mais c'est la fonction qu'il exerce aujourd'hui qui nous intéresse. Sa gestion, comment tient-il les biens de la cité? Et je pense que de ce point de vue, c'est encore pire aujourd'hui. Parce que ce que nous dénoncions hier, il est en train de perdurer dans ça. La gestion gabegique, la gestion foncière opaque, une gestion d'un budget qui se réduit, n'est-ce pas, à exécuter de simples opérations de recettes et de simples opérations de dépenses. Ce qui veut dire que, même si on prenait le dernier des élèves de la commune de Vélingara, il peut exercer ce métier-là. Vélingara n'a pas de maire, Vélingara a un gestionnaire. D'accord. Alors, Vélingara n'a pas de maire, Vélingara a un gestionnaire, comme ça c'est vos propos. Alors moi, je poserai une autre question par rapport à la gestion du maire. Tout ce que vous dénoncez, vous les membres du RCD, il n'y a pas que vous, il y a d'autres aussi, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu en matière de justice qui a été faite. Est-ce que c'est des simples accusations ou bien c'est des preuves qui sont palpables? Où se situe le problème réellement? Pourquoi ça n'avance pas? C'est pas que le problème n'avance pas. Vous savez, nous, je salue d'abord le courage de mon camarade de parti, responsable chargé de la nation et de la vie politique du RCD, qui a dénoncé sur tous les plateaux de télé, sur toutes les zones de radio, n'est-ce pas, la gestion nébuleuse, la gestion gabegique du maire de la commune de Vélingara. Mais il n'est pas le procureur de la République. Mais rien n'a bougé. Ce n'est pas de sa responsabilité. C'est non plus la responsabilité de quelqu'un d'autre d'aller ouvrir une information judiciaire par rapport à la véracité de l'information. Il a frontalement cité des cas de fraude, des cas, en tout cas, de gestion incohérente qui ne répondent pas aux normes et aux principes de la bonne gouvernance. Il a épinglé le maire dans un document foncier. Il a sorti des preuves matérielles qu'il a brandées sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, à la radio, partout. Mais lui, il a fait son. Où sont, je ne dis même pas la justice d'abord. La première justice politique, c'est les organisations communautaires de base. Où est la société civile de Vélingara? Où sont les organisations non partisanes? Quelle a été leur position? J'ai vu des gens, par exemple de Vélingara, défendre l'affaire Sonko. Oui. Mais chez nous, il y a une affaire encore beaucoup plus urgente que ça. Des accusations très graves ont été portées contre la gestion des biens de notre commune. Mais on n'a pas senti une population ou bien la société civile ou les défenseurs des droits et libertés des individus se tenir debout pour dénoncer ou demander de réclamer justice. Nous n'avons pas senti. Pour ce qui concerne la justice en tant que telle, notre camarade il a fait des dénonciations très graves avec des précisions de taille.
mais il ne lui appartient pas de mouvementer l'appareil juridique. D'accord. Et ce fut le même cas pour vous qui divisez le conseil départemental. On vous a accusé de détournement plus de 120 millions. Alors là aussi, quelle est votre réponse par rapport à... Bon, vous savez, les réseaux sociaux, c'est une lésion, n'est-ce pas? Bon, je ne reviendrai pas sur cette déclaration. Mais je dirais tout simplement que ça, c'est des farceurs. C'est les gens qui l'avaient dit. C'est les gens qui l'avaient dit. Nous les avons convoqués en conseil. Ils étaient incapables de défendre leur argumentaire. C'était juste une question de vouloir tenir l'image du président. Parce que El Abdou Aziz Meng a effectivement épinglé la gestion du maire de Vélingara avec des preuves tangibles. Maintenant, il fallait jouer un peu à l'équilibre de la terreur, accuser également le conseil départemental de détournement 122 millions. Où est-ce que le conseil départemental de détournement 122 millions? Le conseil départemental qui reçoit des dépenses, des recettes déjà absorbées. C'est-à-dire, avant qu'on nous mette de l'argent dans le compte, il se trouve qu'il y a déjà des comptes qui sont là, qui sont ouverts, des comptes d'attente qui sont déjà ouverts pour capter l'argent. Et tout l'argent qui est affecté dans ces collectivités, ça vient avec une nomenclature budgétaire bien précise. Donc il n'y a pas possibilité de faire des détournements dans ces cas de figure. Et surtout que le conseil départemental n'est pas qu'une institution qui dispose de ressources propres. Oui, mais c'est une question de papier. Vous avez montré des papiers, eux aussi ils ont montré des papiers. Tout se fond sur des papiers. Non, ils n'ont pas montré de papier. Si, ils ont montré des papiers. Ils ont dit que, bon, pour un cas, ils ont dit que le hangar, oui, qui devrait servir de réunion de délibération, de salle de délibération du conseil départemental, a fait l'objet d'une facture. C'est montrer encore combien de fois ces gens-là sont nuls et carrés. Une facture n'est pas une preuve de paiement de dépenses publiques. Et la dépense publique n'incombe pas au madrège. La dépense publique ne se m'adresse pas par une facture. Mais nous sommes dans un cadre de la gestion des deniers publics. Le président du conseil départemental qui engage une dépense, qui la liquide, qui l'ordonnance. Au finish, il y a un bordereau de réception des travaux. C'est ça qui prouve qu'effectivement, il y a eu travaux. Mais ce n'est pas une facture. Tu peux avoir une facture, l'introduire dans le circuit administratif, mais au finish, si la facture n'est pas payée, les travaux n'ont pas été réalisés. Donc les travaux n'ont pas été réalisés, bien qu'il y ait une étude de projet. Une étude de projet, vous savez, les dépenses publiques, tu fournis des factures, tu demandes aux gens de soumissionner le marché, et ainsi de suite. Mais c'est des farceurs. C'est des farceurs. Donc moi je les aime vraiment à revoir le code des marchés publics avant de s'attaquer à des institutions. D'accord. Alors, tantôt vous évoquez du RCD, le parti politique local, comme d'autres le disent, ils disent que voilà, RCD c'est un parti connu qu'à Vélingara. Alors vous êtes le trésorier du parti, quelle est la réplique que vous apportez à ces questions? Bon, vous savez, ce n'est pas une nouveauté de dire que tel parti s'identifie à telle localité. Le Réumi s'identifie à Thiès. L'APR s'identifie à partir de Fatick. Le PDS, c'est Kébémer. Nous, notre formation politique, qui est une autre offre politique, a décidé d'abord de convaincre ses propres voisins avant d'aller convaincre les autres. Telle est la question de notre secrétaire général. C'est-à-dire avant d'abord d'aller dire aux Saint-Louisiens, soutenez-nous, nous sommes venus pour vous convaincre. Nous devons d'abord convaincre nos propres voisins. Nous devons être d'abord forts chez nous, gagner chez nous et s'ouvrir au monde. Jusqu'à quand, après 5 ans d'existence? Non, pas 5 ans d'existence, que RCD a sa deuxième année. Nous RCD sa deuxième année de plein exercice. Le CEM n'a pas encore fait 5 ans. C'est en début 2017 que nous avons créé. Nous avons obtenu notre récépissé en fin 2018 presque. Donc c'est 2019-2020. Donc nous sommes à notre deuxième anniversaire. Donc le RCD, en 2 ans, a pu s'imposer au niveau international. Aujourd'hui, nous avons fait des missions partout dans le monde. Et en 2 ans d'essentiellement, nous avons participé à grande pompe, plus que le PS, plus que l'AFP, plus que tous ces partis qui sont à côté de Macky Sall, dans la élection du président de la République en 2019. Vous vous souvenez de l'arrivée de Macky Sall à Sarabesque? Pourquoi nous avons délocalisé ça? C'était pour montrer au président de la République, bien vrai que tu as des hommes qui sont dans ton parti, nous, comme parti allié, nous avons le courage de réussir le pari de la mobilisation. Ce que nous avons réussi. Nous l'avons réussi à Dakar, à Ariala, là où même Mimi Touré, Adama Faye, c'est Adama Faye, le beau-frère du président, où ils n'ont pas pu réussir une telle mobilisation. Ils l'ont réussi. Mansour, non, c'est pas Mansour Faye. Mansour Faye, c'est Saint-Louis. Donc, c'est même en Gambie, à Banlieue, et dans la diaspora,
en Espagne, en France, donc partout, le RCD s'est manifesté. Et encore surtout à Ziguinchor. Malgré tout, quel est l'impact pour Vélingara, pour le département de Vélingara, votre adhésion au sein de la coalition Benno-Bokk-Yakaar, parce que les gens disent que voilà, le RCD est inaudible au sein de cette coalition, le RCD n'est pas convoqué dans les grandes instances de décision. Bon, vous, quelle est votre lecture là-dessus? La réponse est très simple. Vélingara, le RCD ne se limite pas à Vélingara. Vélingara est une fédération départementale, comme la fédération départementale de Kolda, comme la fédération départementale de Rufisque, comme la fédération départementale de Saint-Louis. Donc, c'est au niveau local que les membres de l'APR se sentent menacés par les leaders du RCD. Ils ont décidé de faire une sorte d'ostracisme sur ces gens-là, en fuyant les gens du RCD. Mais ce n'est rien d'autre qu'un signe de complexe. C'est des complexés. Et pour la plupart du temps, vous savez, ces gens-là, c'est des gens qui dorment à Dakar, qui ont fui Vélingara. On a entendu le Coran est passé par là. Est-ce que tu as vu le Boubacar Camara le mettre sur la permise? Mais il n'a pas donné 500 000 en tant que DG. Tout récemment, il a été aussi à Vélingara. Non, je répète sur ça. Il est venu lors du Corona, il n'a pas donné 500 000 francs ici en qui s'est passé par ça. Moi, je ne suis pas fondé de pouvoir, je ne gère pas le budget public. À titre personnel, j'ai donné plus de 1 million à matériel de soutien à ma communauté. Mais lui, je n'ai pas fait ça, au moins, il a employé. Non, attends, ce qui est grave dans tout ça, non. Il y a des gens qui ont fait mieux que lui. Ils sont là avec lui. Mieux que lui. Et qui ne font même pas de la politique. Et qui ont recruté combien de personnes aujourd'hui qui travaillent dans la fonction publique. Vous voyez? Donc ce qu'il a fait, c'est minime. Combien de gens qui étaient dans la sécurité démissionnaient qui n'ont pas que c'est ça. Donc on ne va pas remettre en cause cela. L'employeur n'a pas continué à le faire. C'est bien. Mais le patriotisme qu'il incarne et qu'il chante, il ne se sent pas supérieur. Merceau, c'est notre grand frère qui nous a vu grandir. Nous avons grandi ensemble ici. Sa maison, c'est à 100 mètres de chez moi. Ouais. On ne peut pas avoir une dent de haine envers lui. Mais son patriotisme n'est pas sincère. C'est là que je voudrais qu'on comprenne. Il y a de la fausseté dans sa démarche politique. Parce que lui, en tant que natif d'ici, qui a grandi sous le bois là, ici, si je le vois se réclamer de Kermassa, vouloir des charges ou des responsables de Kermassa, qui va lui donner là? Mais est-ce que pas le donner tout récemment? C'est pas lorsqu'il y avait cette pandémie-là, que le front communautaire était très touché par la famine, par la misère, par la fatigue générale, par l'essoufflement de la situation économique. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il distribuait des tonnes de riz, de sucre à Kermassa. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait ici. Il n'a pas fait. Mais ce qu'il a fait là-bas est encore plus important parce qu'il courtisait politiquement une base, n'est-ce pas, qui ne lui peut pas être affective. Parce qu'il n'est pas de là-bas. Il est d'ici. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il revienne ici. C'est plus pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tout récemment, il est venu. C'est parce qu'on a ajouté cette question de vraiment ministériel. Il va dire que je vais faire un tour et venir ici parler de grenier alimentaire, parler de mille de maïs, je ne sais quoi. Il n'est pas le seul. C'est de la farce politique. Il n'est pas le seul. C'est étonnant. Non, il est le seul à le faire. Ça, c'est pas. Non, ce camouflage. Non, ce camouflage. Lui, il n'a qu'à rentrer à Kermassa. Puisque là-bas, ça parle politique. C'est là-bas qu'il a dit. Il n'a qu'à rentrer à Kermassa. Puisqu'il se réclame de là-bas. S'il n'est pas fier de Vélingara, Vélingara n'est pas fier de lui. C'est aussi simple que ça. Vous savez, nous sommes très heureux de le compter parmi nous. Mais s'il pense qu'il peut être mieux ailleurs, on va. Ce n'est pas notre adversaire, ce n'est pas notre ennemi. Vous comprenez? Donc c'est vous dire que quand je vois il y a certains vieux là, certains vieux de l'APR, n'est-ce pas, qu'on le voit lorsqu'on leur enjoint d'aller à la place. Je pense que ces gens-là, on doit ne doit pas même les décréter personne non grata dans ce département. Parce que, non, c'est pas trop dire, mais interrogez-vous individuellement ces gens-là, où se trouve leur maison? Ils n'ont même pas de maison dans ce département-là. Il n'y a pas de maison de leur papa. Ils n'ont pas de maison ici. Ils ont pris leur famille, ils sont partis ailleurs, ils n'ont ni maison ici, rien, ils ne viennent au flag que pour se faire une situation politique. Non, quelle raison de sécurité? Et nous qui sommes là, et nous qui avons construit une maison ici, on réclame quoi? Nous, on n'a pas besoin de garder comme ici. On n'a pas besoin d'être encerclé, d'être conduit, parce que c'est ce milieu-là qui nous a entretenu, qui nous a vu grandir, qui nous a surveillé. Ce même milieu ne peut pas être hostile à notre personnalité, à notre développement. Très rapidement, M. Ba, aujourd'hui, quels sont les avantages et évolutions que cette alliance a pu apporter au sein du parti, je veux dire le RCD? Je veux dire que nous d'abord nous réitérons notre engagement dans la coalition Benno-Bokk-Yakaar. Même au niveau local? Au niveau local comme au niveau national.
nous avions dit que nous accompagnons, nous travaillons pour la réélection du président avec conviction et sans condition. Et je pense que nous sommes toujours dans ce principe et dans cette logique. Nous ne devons rien aujourd'hui à Macky Sall, mais puisque nous lui avons donné notre parole, nous sommes dans la logique de respecter l'engagement que nous avons pris. Donc nous sommes toujours dans la logique d'accompagner la vision du président de la République à travers notre secrétaire général qui participe aux différentes réunions de conférences de leaders, contrairement à ce qui s'est dit au niveau de Belgaressi, où tous les responsables de l'affaire sont manipulés par le plus camp, même je veux dire politique, qui les manipule à sa guise. Et j'en veux aussi à Merceau qui aujourd'hui court derrière nous, qui le fait croire à un soutien à un poste politique. C'est l'occasion pour moi de dire à Merceau. Parce que vous avez toutes ces informations. Non, c'est ça. Il n'y a rien. Merceau n'a jamais flotté avec Bourbaï en politique. Il n'a jamais flotté avec Bourbaï en politique. Si aujourd'hui il va jusqu'à. Je comprends, il y a l'esprit du parti. Mais si vous lui faites croire qu'il va le soutenir politiquement, qu'il se réveille de son profond sommeil, vous ne le soutiendra jamais au plus grand jamais. Sinon, nous, on ne serait pas contre vous. Et si la coalition décide de dire il faut. Il y a des gens qui croient en nous, et il y a des gens qui croient à la décision. Nous croyons à notre engagement, nous croyons à notre volonté et à notre foi. Nous ne sommes pas là pour les beaux yeux de quelqu'un. Nous soutenons Macky Sall, nous avons dit, avec condition, avec conviction et sans condition. Ça veut dire quoi? Que nous n'attendons rien en retour. Nous n'attendons rien en retour. Tout ce qu'il nous donnera, ce serait au plus. Mais nous ne sommes pas là à poser des conditions à Macky Sall pour nous soutenir, pour donner ça. Nous disons que nous sommes en politique pour servir les populations, non pour se servir. Nous ne sommes pas là pour chercher des postes. Nous ne sommes pas là nous sommes là pour participer au développement de notre communauté. Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place. Et s'ils le font mal, nous serons indirectement responsables. Parlant du développement, on vous a reproché le FCD d'avoir trop investi sur le plan culturel. Vous avez amené ici des arts. Aussi, il y a des jeunes qui vous ont reproché de cela. Est-ce que c'était l'important, c'était l'urgence en quelque sorte d'investir des coups de millions sur des artistes, juste une soirée? Là aussi, quel est votre regard sur ça? Vous savez, en toute chose, il faut savoir lire l'activité. Là, par exemple, de Viviane Aberga ou de Walsek, quel est l'impact économique de la vie de Walsek? Je ne dis même pas l'aspect de la danse, l'aspect du concert. Quand Walsek vient à Aberga, tous les hôtels sont remplis parce que les gens viennent de la Gambie, ils viennent de Tama, ils viennent de Kolda, d'autres viennent des localités plus extrêmes. Ça fait plus sur l'activité économique. Ce jour-là, le transport, ça marche à merveille. Les activités d'hébergement, ça marche à merveille. Les activités même économiques, les vendeurs au marché sont frottés les mains. Il faut avoir une lecture large de la situation. C'est donc l'avenir de Walsek, de Viviane, de Karobi, c'est des occasions. Et en plus, est-ce que les gens de Belgrade ne méritent pas d'avoir Walsek, de voir Walsek en live? Est-ce que les gens de Belgrade ne méritent pas de voir Viviane en live? Est-ce que les gens de Belgrade ne méritent pas de voir ces célébrités en live? Il y a des priorités. Est-ce que c'est parce que il y a je suis d'accord avec vous que c'est le plan de elle a toujours nous sommes chaque jour ce que nous avons investi, ce que le président du département, le secrétaire général du FCD a investi dans ce hôpital-là, aucun leader politique ne l'a fait. Et nous l'avons toujours fait. Des matériels de modélisme, des matériels que nous avons distribués dans tous les centres de centres. Je ne dis même pas. On a tellement investi dans ce hôpital-là que finalement, avec ces matériels, nous avons redistribué dans les postes de santé du département. Et dans les autres postes même de la commune. Tous les postes de santé, on a obtenu. Une fois sur le j'ai entendu dire qu'il y avait un problème de d'hospitalisation dans l'État. Je suis parti voir les responsables de la santé. Je les ai demandé. Il faut dire oui, c'est exploité ici, c'est grec. Non, sortez le matériel. Si le président s'est battu pour décrocher ce matériel de la France, l'amener ici, c'était juste pour soulager un peu les difficultés du général. Donc, c'est un aspect. Il y a l'éducation, il y a la culture, il y a la santé. Aucun secteur n'est plus important que l'autre. Il n'y a pas de secteur plus important que l'autre. C'est des secteurs qui vont de pair. Et vous parlez de concerts à plusieurs coups de millions. Et en plus, quand le secrétaire général de parti décide de fêter la femme avec les femmes de son parti,
Qu'est-ce qu'il y a de plus logique? Nous sommes en parti. Les femmes de notre parti ont décidé de fêter la femme, ont invité Wally Seck, mais nous allons nous battre corps et âme pour mettre de l'argent. Et en plus, dites-vous que ce n'est pas l'argent, c'est pas 25 millions. Non, c'est pas 25 millions. Ça, c'est les informations. Ça, c'est les informations de la rue. Je vous dirais que c'est des relations personnelles entre le SG et le staff de Wally Seck qui a facilité la vie de Wally Seck ici. Parce qu'au même moment, il y a un cahier de Kola qui avait déboursé 20 millions et il n'a pas voulu venir. Donc, nous n'avons pas 25 millions à donner à l'artiste. Mais nous avons des relations qui nous permettent aujourd'hui de récolter n'importe quel artiste dans ce pays-là et de l'amener chez nous. Et encore que, ça vaut le prix, en vaut la chandelle, parce que je pense que les populations de Vélingara méritent de voir toutes les célébrités, même internationales, chez nous. D'accord. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons comme invité M. Beydiba, premier vice-président du conseil départemental de Vélingara, trésorier du RCD et contrôleur des impôts et domaines. Monsieur Ba, on était en train de parler du RCD sur la politique locale. Alors, la question que je vais vous poser est la suivante. Aujourd'hui, peut-on envisager un divorce au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar? Nous, on n'est pas dans cette logique. Nous avons dit que nous avons soutenu le président Macky Sall sans condition, avec conviction. Et nous n'envisageons pas, pour l'instant, en tout cas, de quitter cette coalition. Pourquoi quitter? Parce que nous ne nous sentons pas mal à l'aise dans cette coalition. Nous y sommes, nous y croyons. Nous y croyons fermement, nous y sommes. Ce qui ne peut pas porter avec nous au niveau de la base, qu'ils sachent que nous allons forcer la cohabitation. Nous allons forcer la cohabitation. Nous allons croire qu'ils le veulent ou non. Nous sommes dans le Benno. Forcer la cohabitation, ça veut dire? Nous travaillons ensemble. Vous allez ranger derrière eux? Non, nous avons dit, nous allons travailler ensemble. Si le président Macky Sall dit que telle personne va être candidat pour la coalition dans le département de Vélingara, ça c'est... vous serez toujours d'accord avec le président? Mais je ne pense pas que le président en arrive là. Parce que le président il est respectueux du choix démocratique de la base. Il a posé le modèle qui est le véritable porte-pouvoir. Ce n'est pas lui qui choisit la place des populations, mais c'est les populations qui choisissent sa place. C'est une élection. Les élections locales, c'est des élections libres et transparentes qui organisent, qui sont organisées pour mettre en place des assemblées élues au suffrage universel. Donc, pour que les jeux soient clairs, équitables, il est tout à fait normal de laisser à la base, en tout cas de choisir, d'élire des responsables qui font confiance. Le président ne va pas arbitrer pour demander à telle localité de voter forcément pour telle personne. Maintenant, il y a des principes en politique. Les principes, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui exerce des fonctions de président du département ou de maire, s'il est candidat, qu'il est candidat à sa propre succession, qu'on lui respecte, n'est-ce pas, sa position. Vous soutiendrez le président de la République dans un éventuel troisième mandat? La question, moi, je pense qu'il a fait effectivement. Ah non, le débat. Le débat de troisième mandat. Depuis quand? Le président de la République, Macky Sall, il n'a pas le droit à un troisième mandat, ça c'est clair. C'est la position c'est sa position à lui dire, le président, il a dit tout récemment dans une sortie, si vous suivez l'actualité nationale, qu'il n'a jamais dit qu'il est candidat à un troisième mandat. Et je pense que le président de la République n'est pas dans cette logique. Il est dans une logique de travail. Et d'autres personnes reconnaissent que disent que le président a le droit de faire un troisième mandat. C'est des gens qui regardent le Sénégal. À peine réélus, les gens se mettent à parler de 2024. Alors qu'il y a des urgences en 2021, il y a des urgences en 2022. Je pense qu'on doit se mettre dans cette logique. Non, le président de la République, il n'est pas dans cette logique. Il n'est pas dans cette logique de parler de troisième mandat. Il a un courage politique qui lui permet de se mettre devant ceux à qui il doit s'adresser, de dire que je suis ceci, je suis cela, mais j'en suis ça. Au cas où il le fera, le RCD va débarquer. Va quitter la coalition. Nous sommes respectueux des textes, n'est-ce pas, qui existent dans ce pays. Je ne suis pas la personne peut-être autorisée à parler au nom des questions politiques du parti. Le même Macky Sall ne va pas tenter cette aventure possible, le troisième mandat. Je ne veux pas en parler parce que pour moi c'est inutile d'en parler. Parce que ça ne va pas dire. Macky Sall en tant que tel, il sait qu'il n'y a pas de troisième mandat, il ne va pas tenter le troisième mandat. Voilà. Tout justement, on a vu un décret, le président a reporté les élections, qui devraient se tenir en 2021, il les a reportées en 2022. On a vu que seul le PS, par la voix de Abdoulaye Wilane, le porte-parole, qui a pu faire une sortie médiatique en disant clairement que les élections doivent se tenir en 2021. Et quelle est la position du RCD? Vous savez, pour respecter un peu la loi, je ne vais pas respecter la loi, mais nous sommes dans un contexte économique
politique et sanitaire exceptionnelle. En situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Nous allons traverser, nous allons connaître un coup dur notre économie. La santé financière du Sénégal vient de subir un coup dur. Vous avez vu des entreprises fermées, des entreprises qui devraient travailler 12 heures par jour, qui travaillent 2 heures, 3 heures. Vous avez vu en tout cas tout ce que cette pandémie de Covid-19 a pu créer dans le monde, dans le Sénégal. Jusqu'à présent, il y a des pays dont les frais de ce qui fait empêcher les élections, selon vous, la pandémie, et pourtant d'autres pays dans la sous-région ont organisé les élections. Nous ne comparons pas à ces pays. Le Sénégal est un pays très organisé et qui est cité en exemple. Du point de vue sanitaire, ici, les gens vont à l'hôpital se faire consulter. Il y a des pays de la sous-région où on ne sait même pas s'il y a la Covid ou pas. Les gens vont comme des mouches, parce que nous ne savons même pas consulter pour savoir s'il y a des cas ou pas. Nous ne comparons pas aux gens qui sont inférieurs à notre niveau. Si nous nous comparons à ceux qui sont supérieurs à notre niveau, nous aspirons de devenir une grande nation. Avec tous ces coûts que nous avons subis, peut-être que je vais revenir un peu sur des aspects un peu budgétaires. Si on dit que les entreprises touristiques et les entreprises de la presse sont exonérées du paiement d'impôts pour toute l'année 2021, jusqu'au 31 décembre 2021, les impôts que vous devez payer, vous n'allez pas les payer. Quel est l'impact budgétaire de cela? Ça veut dire que le budget va baisser. Il faut tout de suite demander aux gens du fisc, des impôts et des droits d'aller chercher de l'argent ailleurs pour combler cela. Mais où? Prenons l'exemple du cordon douanier. Ce que les douaniers de l'aéroport et du port pouvaient faire en matière de recettes budgétaires, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'à un certain moment, aucun pays n'était autorisé à joindre un autre. Il n'y avait pas de possibilité, n'est-ce pas, de faire des transactions internationales. C'est un coup dur pour le budget qu'on subit. Pour organiser des élections, on a besoin, certes, des moyens financiers, on a besoin également des moyens matériels, mais aussi des moyens humains. Il y a l'autre difficile. Il ne faut pas pour le simple vouloir. Moi, je suis sûr et certain que si ce n'était pas cette histoire de Covid, le report pourrait être une seule fois. Il n'y aurait pas de désir. Mais pourtant, on a vu des stades remplis de monde ces temps-ci. Mais il y a des conditions. Il n'y a pas longtemps. Non, depuis un certain moment, je pense que ça c'est récent. C'est récent. Oui, il y a eu des manifestations. Il y a des manifestations dans la rue, les gens sont sortis. Mais organiser des élections, organiser des manifestations, c'est deux choses différentes. Les élections, il y a des préalables d'abord. Les préalables d'une élection, c'est quoi? C'est la réforme du fichier électoral qui demande aujourd'hui des conclusions des assises nationales. Il faut d'abord remettre à jour le fichier électoral, vérifier avec l'opposition tout ce qui est à corriger, le corriger, pour ensuite avoir un fichier fiable pour organiser des élections transparentes et libres. Et on ne doit pas toucher, n'est-ce pas, au code électoral à 6 mois des élections. Et aujourd'hui, je pense que 2022, c'est l'appellation qui est grande, mais c'est quand? Un petit peu plus tard, jusqu'au prolonger le mandat des élus jusqu'au 6 février 2021, ce qui veut dire que des élections seront organisées avant le 6 février, avant l'expiration de leur mandat. Ça veut dire que nous sommes à 10 mois des élections ou à 9 mois des élections. On dit 2022, nous sommes au mois d'avril presque, il restera 8 mois pour 2021 et 1 mois en 2022. Et 1 mois avant les élections, c'est la campagne électorale. Je ne pense pas que ça va encore pour les élections présidentielles, on va les repousser au-delà de 2024 parce que ce sera très ce serait très prétentieux de s'appeler dans cette prédication de 2024. Je pense que pour 2024, on souhaite que, en tout cas, les impairs qui sont produits entre-temps, notamment cette Covid qui a touché notre économie, ne se reproduisent pas. Et puis voilà, ça s'arrête là. Pour ne pas parler de report. Je pense que nous sommes dans une logique aujourd'hui de respecter un cadre républicain. Le président de la République, il va mettre en place un cadre républicain que les Sénégalais vont suivre ensemble avec lui. Et cela, il faut le comprendre aussi, c'est toujours dans le cadre d'un contexte politique favorable. Si le contexte favorable, le contexte politique ne le permet pas, on ne peut pas s'y mettre. Parce que, comme on dit, l'activité politique, c'est une activité dynamique. Elle n'est pas statique. Alors, cette question, je l'ai dit posée au président Barry, à votre leader, puisque vous êtes là, l'entier du parti, voilà, on a tendance à entendre maintenant que voilà, les comptes sont vides.
ouais, en 2016, 17, 18 et Bari maintenant, il y a une différence. Parce qu'auparavant, je me rappelle que les gens l'appelaient guichet automatique. Qu'est-ce qui a changé entre temps? C'est véritablement, les comptes sont vides. Mais il y a Bon, ça, c'est les gens qui disent comme ça. Tu sais, il est facile de façonner une personne, de créer des rumeurs sur une personne, d'inventer des choses, dans le seul but de terminer. Comme on dit, il ne faut pas mentir sur le dos de quelqu'un, dans le seul but de terminer son image. Ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, le Bari que je connaissais hier, il est aujourd'hui encore beaucoup plus généreux. Il loue des appartements toujours pour les étudiants. Vous savez, on ne peut pas te confier des biens publics, t'exiger ton code de conduite, une gestion transparente, une gestion en tout cas transparente, une gestion sobre, avec tout ce qui a comme vertu qui s'y attache, et revenir encore t'imposer un mode de gouvernement de tes finances privées dans une logique d'investissement, de gros moyens. Quelqu'un qui met en place une mesure et qui a des salaires à payer à caractère purement social, Bari n'a rien à changer en lui. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore plus et mieux aujourd'hui. D'accord. Et dire que voilà, ce sont ses finances personnelles. C'est encore loin, ce n'est pas encore les finances du RCD, dont je suis le trésorier. Oui. Ce ne sont pas les finances également du conseil départemental. Tout le monde est conscient et nous avons vu ces unités industrielles, on a vu ces domaines agricoles communautaires, nous avons vu ces champs. Et aujourd'hui, si moi j'entends, comme tu le dis, c'est la première fois que je l'entends, que voilà, qu'est-ce qui a changé, et ainsi de suite. En tout cas, je pense que tout le monde aimerait être aujourd'hui comme Bari et être à sa place. D'accord, alors très rapidement, de manière très concrète, qui est le numéro 2 du RCD? Aujourd'hui, si on n'a plus de Bari, on ne parle plus de Ibrahima Bari, on parle là de qui au sein? Alors, le Rassemblement pour la citoyenneté et le développement, c'est un parti politique qui, d'abord, après sa création, a tenu son assemblée générale, le congrès d'investiture. Nous avons investi au secrétaire général avec les prérogatives qui s'y attachent, parmi lesquelles il a la possibilité de nommer aux fonctions courantes pour le fonctionnement du parti un certain nombre de personnalités, dont moi-même, qu'il a coopté comme étant le trésorier, Ismaël Amané, qu'il a pris comme qui est le numéro 2 du parti. Porte-parole. Dans l'architecture de notre parti, il n'y a pas de numéro 2. Ce qu'il y a, c'est des secrétaires généraux, secrétaire général national chargé des finances trésoriers, secrétaire général national chargé des... Ma question est de savoir, aujourd'hui, si on ne parle plus de Bari au RCD, on parle là de qui? On parle là des militants et des responsables. Nous sommes tous à égalité. Qui sera en tête de liste? Qui sera en tête de liste? Ne tête de liste, c'est pas. Parce qu'on sait que voilà, comme les gens sont en train de le dire, il y a une guerre au sein du RCD. Non, il n'y a pas de une guerre de positionnement. Non, il n'y a pas de guerre de positionnement. Il n'y a pas longtemps, on a vu ce qui se passait à Vénéra. Donc, chacun essaie de mobiliser dans son camp. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est pour juste se positionner, être numéro 2 du parti? Parce que les gens le parlaient clairement. Oui. Bon, ils peuvent l'appeler comme ils veulent, mais sachez que nous sommes un parti et nous sommes là. Et puis, n'identifiez pas le RCD à la section communale de Vénéra ou à la fédération départementale de Vénéra. Le RCD dépasse largement le cadre de Vénéra. Le RCD, c'est tout le Sénégal, c'est toute la diaspora. Le numéro 2 du RCD ne peut pas venir de Vénéra. Le numéro 2 du RCD, il peut être un responsable qui est en France, un responsable qui est en Espagne, ou un responsable qui est en Allemagne, ou un responsable qui viendra de Ziguinchor, ou un responsable qui viendra de Thiès. Donc, parler de numéro 2, par rapport au conflit local, oui, ce serait un peu être dans une confusion, n'est-ce pas, de structure. En Vénéra, nous avons une section communale et une section départementale. Après, à un certain moment, il y avait des prétendants pour diriger la coordination de Vénéra. Et je pense que la maturité des responsables a fait qu'il n'y a pas de secrétaire général. Il a proposé un bureau et il a été accepté par tout le monde. Et ça, nous nous félicitons de cet esprit de maturité et de responsabilité de nos responsables. Mais quand même, il y a eu des frustrés. Il y a eu des frustrés parce que d'autres, on a vu des gens qui ont rejeté l'offre du président. Ils ont été proposés des postes. Ce n'est pas une élection, c'est une proposition. C'est le secrétaire général qui a, est-ce que nous sommes dans son intime conviction, et dans ses prérogatives personnelles, il a désigné des gens à assumer des fonctions, des missions. Et il revient
ces gens-là de dire que oui, je peux assumer ou je ne peux pas assumer la mission que vous confie, monsieur. Parce qu'ils sont frustrés. Ce n'est pas méchant, non, ce n'est pas une frustration. C'est une sincérité. Quand je vous dis, monsieur Ballet, je vous confie la commission de discipline d'un tel groupe. Si vous n'êtes pas dans les dispositions de gérer ces issues, qu'est-ce que vous allez faire? Démissionner. Vous les avez vus décliner. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sincérité politique. Quand on te confie une mission que tu ne peux pas assumer, il faut tout purement et simplement rendre. D'accord. Alors, Barry n'a pas besoin de la mairie de Vélingara. Il est là, il est en train de se battre pour un certain Békiba. Quand le RCD gagnera la mairie, c'est Békiba qui sera maire. Barry n'aura pas le temps de diviser la mairie. Quelle est votre réponse? Bon, je pense que ça, c'est le discours de nos adversaires. Hein. Ça, qui est son chien, l'accuse de rage. Je pense qu'Ibrahim Barry, qui est un homme d'une dimension intellectuelle irréprochable, ne peut pas s'aventurer à dire que je vais chercher la mairie pour la gagner à Béti. Mais qui est Béti? Et qu'est-ce que moi j'ai fait pour lui pour mériter ça? Est-ce que lui il va s'engager en politique pour gagner des élections, gagner des collectivités, pour les mettre au service des gens? Est-ce que les gens l'ont élu pour qu'il leur confie? C'est une question d'abord de confiance personnelle. Celui qui veut être élu à un poste, il a le droit et il a l'obligation de demander le suffrage à sa population et en contrepartie d'assumer ses fonctions. Je pense que le président Barry n'est pas dans cette logique. Et vous avez suivi que moi-même, j'ai dit que je serai candidat là, mais pas candidat. Et qu'allez-vous répondre à ces gens qui refusent la vache et vouloir du lait? Je veux dire qu'ils n'aiment pas Barry, mais ils veulent soutenir Bétiba, un certain Bétiba. Ils sont nombreux dans le département de Vélingara. Ils sont là et ils écrivent sur les réseaux sociaux. Ils disent que si c'est Béti, je suis prêt, mais si c'est Barry, ils ne sont pas prêts. Vous, quelle est votre réponse par rapport à ces interrogations? Tout chacun a ses raisons. Tout chacun a ses raisons. Vous voyez que la proximité que j'ai eue avec eux, ils n'ont pas eu cette proximité avec Barry. Comme d'autres diront que je suis prêt à élire Barry, mais je ne suis pas prêt à élire. Et vous n'avez pas essayé de les convaincre. Vous n'avez pas essayé de les convaincre. Le choix des gens. Et mais toutefois, le débat il est là, il est ouvert, la communication elle est là. Et nous allons travailler dans la plus grande finesse de la stratégie en matière de communication pour entrer en contact avec les gens qui ont de la sympathie pour nous, pour les transformer en état potentiel. Donc c'est des étapes en politique. D'abord, je pense que celui qui apprécie Béti, c'est celui qui apprécie Barry parce que Barry, c'est en quelque sorte. Pas forcément. Pas forcément. Je dis en principe. En principe, il accepte. Il rejette le maire. D'accord. Pour vous sentiez, vous lancez vous-même votre propre formation politique, être devant la scène. Est-ce qu'il arrive des moments que vous pensez à cela? Et je pense que je suis déjà arrivé à ça parce que le RCD, c'est ma famille naturelle. Je ne parle pas de RCD, je ne parle pas de RCD, je parle de vous, vos convictions personnelles, vos ambitions personnelles. Oui, j'ai des ambitions personnelles. Quand je dis que je veux diriger les collectivités, et je pense que c'est une ambition. Nous sommes venus avec une ambition en politique. Nous n'avons pas attendu d'être en politique pour chercher des ambitions. Nous avons d'abord voulu apporter au plus à notre communauté. Nous nous sommes dit, pour faire ça, il faut aller en politique. Donc, nous ne sommes pas venus en politique en voyageur nocturne, comme certains de mes amis là, qui après, quand ils ont un ami là qui au palais, dit qu'il faut aller essayer de faire de la politique là, c'est quoi? On va tourner en France. Nous ne sommes pas venus faire de la politique pour avoir des postes. Nous sommes là pour, d'abord, surveiller la façon dont nos collectivités sont gérées, participer à leur gestion et en cas de besoin les gérer. Servir et non se servir. Je pense que c'est les... Serez-vous candidat pour le conseil départemental? Je suis candidat au conseil départemental si Ibrahim Barry est candidat à la mairie. Je suis candidat à la mairie si Ibrahim Barry est candidat au conseil départemental. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. C'est très clair sur cette question-là. Alors revenons un peu sur l'actualité nationale. Ces temps-ci, du 3 mars au 8 mars, on a vu des émeutes sénégalaises. Vous, en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique, quelle est votre lecture là-dessus? Il y a un concours de circonstances sur ces manifestations et puis ça peut appeler à plusieurs interprétations. Plusieurs interprétations, parmi lesquelles d'abord le peuple. Et comme on le dit, il a une jeunesse, parce que la jeunesse qu'on a appris, je ne traite pas le peuple, c'est la jeunesse. Et quelle jeunesse? Parce que si on prend le paramètre d'abord des victimes,
c'est des jeunes de 18 ans, 20 ans, 25 ans qui sont tombés. Je pense qu'il y a un de 35 ans, un de 38 ans, quelque chose comme ça, qui sont tombés. Pour la plupart, c'est des adolescents. C'est des adolescents qui sont sortis et qui ont manifesté d'une manière, en tout cas, qui ne n'honorent pas le Sénégal. Quand ils voient des adolescents aller s'attaquer à un lycée, rassembler des tables bancs, les brûler, ça, c'est. Est-ce que c'est pas un règlement de compte? C'est un règlement de compte local. Moi, je pense que c'est un règlement de compte local. Ce n'est pas une réponse politique. Certes, il y a eu des concours de circonstances, sur plusieurs choses. Il y avait Sonko qui était là, qui était convoqué, qui allait faire la convocation. Il y a eu quand même des incompréhensions avec certaines autorités. Cela a été le prétexte, mais dans un contexte particulier. Dans certaines zones, les gens étaient très fatigués avec le couvre-feu, l'activité économique étouffée, les gens ne trouvaient plus, en tout cas, leur gagne-pain comme il se devait. Mais si prend par exemple une région comme Thiès, où il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit, dans des restaurants, dans d'autres structures qui fonctionnent le soir, mais qui n'avaient plus la possibilité pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, ça devient intenable. Quand tu cumules toute cette frustration-là, il suffit de trouver un petit prétexte pour exploser. Je pense que c'était un peu ça la réponse. Et la lecture qu'il fallait prendre ça, mais ce n'est pas une lecture purement politique qui consisterait à attribuer toute cette importance-là à. Comme ne sera pas candidat en 2024, est-ce que vous allez soutenir quel parti, le parti Ousmane Sonko ou bien c'est RCD même aura un candidat pour l'élection? C'est la troisième option que vous avez dit, c'est ça. Le RCD, c'est un parti politique dont la mission et l'objectif, c'est de concourir à la conquête des suffrages des Sénégalais. D'ici d'ailleurs. Nous ne sommes pas un parti qui cherche à s'accrocher quelque part. Nous avons des ambitions nationales. Donc, nous allons d'abord convaincre nos voisins. Voilà pourquoi nous avons commencé par Vélingara commune, que nous avons appelé le laboratoire politique, après Vélingara commune, Vélingara département, après c'est Kolda, ainsi de suite. Et si vous voyez que le RCD est un parti qui est très fort dans l'axe sud et à Dakar. Mais nous nous ouvrons petit à petit aux autres localités de ce pays-là. Et je pense que nous y allons d'ici 2024. Très bien. Très rapidement, il n'y a pas longtemps, Madiambal Diagne a sorti un article très virulent qui a ciblé une ethnie ou bien une localité. Vous servez à Ziguinchor. Il faut nous dire de manière très rapide comment les gens vivent là-bas. Parce qu'ils disent que les gens qui sont dans le camp du pouvoir n'ont pas osé le temps pour soutenir le président Macky Sall dans cette circonstance-là, sur l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Et il n'y a pas longtemps, hier seulement, on a vu à Kolda des leaders politiques qui sont manifestés pour soutenir Macky Sall jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous empêche de là? Où vous allez le faire? Cette forme de tricherie-là, nous ne pouvons pas copier. Si ces gens-là voulaient soutenir le président Macky Sall, ils devraient adopter la politique libérale. Après, il autorisait une manifestation d'opposition à la place de Bélis. Il convoquait ses militants à Mermoz, sur la Vénène. C'est constant. Mais vous attendez que les gens manifestent. 10 jours après, vous venez dire que vous avez organisé des marches pour montrer que vous mobilisez, avec des manifestants à grande pompe, avec des coûts de millions. Ça, c'est une tricherie. Et on sait comment ça se passe. Je pense que ça, c'est. Nous ne copions pas sur ça. Nous menons le débat simple et nous respectons la position des gens. L'expression de la position des gens, ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des événements malheureux qui sont produits. Il y a même des décès. Donc, tout ça, personne ne le souhaitait. Mais le Sénégal, il est un indivisible. Il est un indivisible. Nous savons que c'est un concours de circonstances de plusieurs facteurs. Et le président lui-même, il est sorti pour dire que j'ai compris le message. Il a compris le message. Automatiquement, il a mis en place des politiques de financement. Non. À la tête de ce pays. Il a dit, j'ai compris le message que vous venez de me manifester. Ce n'est pas un message de 9 ans, de 10 ans. C'est un message de 2 jours, de 3 jours. Qu'il a décrit. Et vous pensez qu'à l'espace de 3 ans, le président pourra répondre à son effet? Évidemment. Il a tous les moyens institutionnels pour répondre à ça. Il a les moyens. Si effectivement, je suis bientôt à la fin volonté parce que depuis un certain temps, il est en train de révolutionner un peu, de changer la façon dont il gérait les projets de jeunesse.
et certaines responsabilités. Et je pense que c'est l'agitation de cette question de changement de ministre de la jeunesse qui veut que certains sont même revenus même dans les cases de leurs arrière-grands-pères pour chercher de la bénédiction, pour chercher à être ministre de la jeunesse. D'accord. Ceux qui sont omnibulés par les postes, bien sûr. Aujourd'hui, nous, personne ne nous attend sur ce champ-là, sur ce terrain. Nous ne sommes pas omnibulés par les postes. Alors, une dernière question de Mme Bagdad. Oui. C'est que, il est, en fait, pourquoi il a choisi les Diola? Est-ce qu'il a entendu un responsable de Saint-Louis parler? Est-ce qu'il a entendu un responsable d'ailleurs parler? Est-ce qu'il a entendu un autre responsable? Peut-être qu'il a vu. Pourquoi ici après combien de semaines? Je pense que ce débat-là, il n'a pas sa place dans l'espace politique sénégalais. Le Sénégal est un peuple magnifique. Vous allez à Ziguinchor, c'est un melting pot. Vous trouvez toutes les ethnies. Les gens vivent en harmonie. Il n'y a pas cette considération d'ethnie ou bien de supériorité ou d'infériorité d'une ethnie par rapport à une autre. Dieu n'a pas créé des ethnies. Dieu n'a pas créé des couleurs. Dieu a créé l'homme. C'est la nature qui a transformé l'homme, selon les conditions climatiques. Mais l'homme, Dieu a créé des hommes. D'accord. Dernière question sur la ville de Vélingara. Demain, si RCD gagne la mairie de Vélingara, quels sont vos principaux défis qui pourront être réalisés dans le temps et dans l'espace? Nos principaux défis à Vélingara, d'abord, le premier défi à restaurer à Vélingara, c'est l'accès des populations aux infrastructures communautaires de base. Ça, il faut régler définitivement ce problème. Les infrastructures de base, il faut entendre par là même les. Ce n'est pas seulement les infrastructures sanitaires, scolaires et autres, mais même l'accès à l'eau potable par exemple. Comment pouvez-vous comprendre un quartier comme ça de l'eau? Il y a le château dans le quartier, mais il n'y a pas d'adduction. Il n'y a pas. Mais vous prenez cet axe-là, derrière la gare, vous allez à 3 km, à 5 km, il n'y a même pas un lampadaire. On suit avec le fonds d'entretien routier la FERA qui fait quelques appels, qui élimine, et puis c'est plus on s'en tient là. On a vu ici des mosquées qui ont été coupées d'électricité. C'est pour la première fois, j'ai vu, certainement avec le PACASEN, que la mairie de Vélingara se lance dans une opération de rénovation des écoles élémentaires. C'est comme si depuis 19 ans, Wilber ne savait pas que c'était à sa charge d'entretenir les écoles élémentaires. Est-ce que les fonds étaient disponibles? Non, les fonds sont tous disponibles. Parce que la mairie, elle a des ressources propres que le conseil oriente. C'est la première fois que Mouri comprend, je pense que c'est une financement extérieur, ce n'est pas de s'imprendre. Et on doit s'intéresser au montant et à la source de cet argent, de ce financement. Parce que il a fait à l'école 1, je pense une salle de classe, ou deux, il a refait la toiture. Ensuite, il est allé à l'école Tchanka aussi, il a fait quelque chose comme ça. J'ai vu certains esprits qui n'ont pas cherché à creuser pour s'interroger sur l'origine de ça et le pourquoi de ça et combien ont été injectés, parce qu'il faut un contrôle citoyen sur l'action publique. Quand le maire vient dire que je vais rénover cette salle de classe, nous avons le droit de demander au maire d'où provient cette commune de Vélingara, ou bien c'est un partenaire extérieur, ou bien c'est un projet, parce que la commune, le budget communal, c'est l'entonnoir à travers lequel passent toutes les dépenses qui viennent dans la commune de Vélingara, à travers le fonds de concours spécial. Il y a le fonds de concours de l'État et le fonds de concours spécial lorsque une personne décide d'appuyer une commune ou bien de réaliser un investissement dans une commune. Il doit obligatoirement passer et l'annoncer pour que le budget de cette commune-là l'intègre dans ses écritures budgétaires. C'est comme l'exemple du terrain municipal. On a allumé des projecteurs. Oui. Ce n'est pas un projet de la mairie de Vélingara. Ça, quand même, c'est un acte salutaire. On salue, ce n'est pas vraiment de la mairie. Ça, c'est le PACASEN. Vous savez, le programme d'amélioration des communes et agglomérations du Sénégal, ça, c'est ce que nous voulons. C'est que l'argent qui vient pour Vélingara soit investi. Et investi de façon palpable et investi de façon claire et tangible. Comme nous disent, les fonds d'investissement envoyés à Vélingara n'ont pas été utilisés pour creuser un puits dans la mer de Vélingara à coût de 4 millions. Que ces fonds-là n'ont pas été utilisés pour construire un parking dans la mer de Vélingara à coût de 5 millions, 6 millions, 7 millions.
Voilà des questions aujourd'hui qui méritent d'être posées. Ce que la mairie de Vélingara est en train de réaliser, c'est quelle est la pertinence de ces projets? C'est à combien de francs, n'est-ce pas, du budget communal, et s'interroger véritablement sur l'utilisation effective de ces ressources. Parce que c'est des biens, c'est des deniers publics. Nous devons nous intéresser. Et c'est à ce niveau que le contrôle citoyen doit agir. On ne doit pas avoir un contrôle citoyen qui soit là toujours. Non, c'est pas le conseil. Le conseil, c'est d'orienter, de voter le budget, de l'arrêter et ensuite de revenir sur le compte administratif pour le boucler. Mais il y a l'action civile, des organisations de la société civile, qui sur le contrôle de l'action politique. Ces gens-là doivent s'intéresser à ça, c'est poser toutes les questions utiles et voir effectivement de l'utilisation des ressources budgétaires. D'accord. Vélingara, ville verte et intelligente, ça a été toujours votre slogan politique. Est-ce que ce n'est pas vouloir passer et faire passer le bœuf dans le trou de l'aiguille? Bon, vous savez, le RCD, c'est un parti d'hommes et de femmes qui ont beaucoup voyagé dans le monde. Des gens qui rêvent d'un Vélingara. Quand on dit Vélingara, ville verte, Vélingara, une ville intelligente. C'est quoi une ville intelligente? C'est une ville qui répond à toutes les... connectée au monde. Un Vélingara connecté au reste du monde. Comment? Il ne faut pas aujourd'hui que quelqu'un qui est à Vélingara, n'est-ce pas, qui se sent dépaysé par rapport à quelqu'un qui est dans une autre localité. Parce que c'est cette fierté-là que nous cherchons. C'est cette fierté-là que nous voulons réussir chez nous. Ville verte, aujourd'hui nous savons que les principaux défis que traversent tous les pays, toutes les localités du monde, c'est des défis d'ordre environnemental. Donc, l'environnement aujourd'hui est une préoccupation majeure. On dit Vélingara ville verte. Si on se souvient un peu de Vélingara des années, nous, lorsque nous étions des enfants, toutes les rues étaient bordées d'arbres. Mais aujourd'hui, tous ces arbres-là sont coupés. Là, vous allez à 500 mètres ici, c'est la possession du bois mort. C'est là que vous avez nos rizières. Mais aujourd'hui, tout est coupé. Les eaux de pluie qui ruissellent du nord vers le sud, cette eau-là, elle peut servir à beaucoup de choses. Elle peut être utilisée dans des bassins de rétention artificiels, qui peut servir à abreuver le cheptel. D'accord. Et tant d'autres choses. D'accord. Avant de se dire au revoir, un mot sur la presse locale, la presse vélingaroise, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu quelques polémiques par rapport aux enveloppes. Là aussi, c'est une chose qui devrait être décriée. Les hommes politiques ne doivent pas venir à Vélingara pour diviser la presse. Et je pense que si on veut aider la presse, on doit l'aider en toute transparence et inclure toute la presse. Vous, quel est votre mot sur cette action? Oui, il faut incriminer ces hommes politiques. Vous savez, les hommes politiques, il y a des gens qui font de la politique avec sincérité. Il y a des gens qui font de la politique parce qu'ils sont ça relève de l'avarice. Ces avares-là sont ces gens qui cherchent à diviser des gens à cause de l'argent. Moi, je m'inscris à porte-à-faux par rapport à ces pratiques. Ceux qui sont véritablement engagés pour le développement de Vélingara, ils ne doivent pas attendre même à ce que l'on saisisse pour donner des enveloppes, apporter un soutien à un organe de presse. Mais ils doivent le faire avec conviction, avec élégance, avec respect et avec courtoisie. Moi, je pense que ce n'est pas le montant que l'on donne qui est important, c'est la manière de donner. Et ce n'est même pas un don. C'est un soutien à l'activité. Et cela nous incombe à nous tous. La presse locale, j'encourage, je félicite en tout cas tous ceux qui s'y activent. Des anciens au nouveau que vous êtes. Vous qui êtes par exemple des jeunes qui venez d'engager, en tout cas un truc très intéressant, ce que vous êtes en train de faire comme ça, vous êtes en train de révolutionner. C'est ce Vélingara que nous rêvons. Nous rêvons d'un Vélingara où Béliba peut rester dans son salon, parler et être suivi au reste du monde. Vous êtes en train de réussir véritablement cela et vous mettez tous les soutiens, tous les encouragements de tout homme, qu'il soit politique ou non. Et moi, en chef, je vous félicite, en tout cas, je vous encourage. Je vous ai suivi depuis le début avec Sifo et tout le monde. Et toute votre équipe, que ce soit ceux qui sont à la télé, ceux qui sont dans l'autre. Et je dis que moi, j'ai toujours passé la plupart de mes commandes chez vous, même si vous me donnez encore une vidéo. D'accord. Votre dernier mot.
Je remercie tous ceux-là qui se sentent, qui ont pris le soin de nous suivre et qu'ils sachent qu'il n'est pas facile, il n'est pas aisé de parler en public. Parce que d'abord, il est difficile de parler de soi et deuxièmement, il est difficile de revenir sur ses propos pour les corriger. Parce que la parole, c'est comme un coup de feu. Dès l'instant que c'est déclenché, on n'a pas la possibilité de la rectifier. Mais on peut toutefois s'amender et demander, présenter une excuse collective à tous ceux-là qui se sentent vexés par mes propos. Ce n'est pas de ma nature, mais quand le moment de parler arrive, il faut véritablement dire les choses telles qu'on les pense, pour être logique avec soi-même, pour être logique avec soi-même et être en conformité avec sa réflexion. Donc je vous remercie, je remercie tout le monde et je remercie toujours encore les militants du RCD de tous bords, de toutes les localités, de toutes les fédérations et n'est pas loin. Merci. L'équipe Gorel TV aussi vous remercie pour votre disponibilité. Vous boucler cette émission La Lumière, j'espère que voilà, elle a été apportée par M. Deytiba partout où vous êtes, ceux qui suivent à travers le Facebook Live et ceux qui suivent à travers le YouTube. Et je remercie mes techniciens à travers FOP et Kodou. Ça pour à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement dans notre numéro. Merci.